Babacar Samb. La France, ses partenaires européens et le Canada ont annoncé ce jeudi le retrait des forces militaires du Mali après 9 ans d'intervention militaire contre le djihadisme. Décision entérinée hier après une réunion à l'Élysée à laquelle ont pris part une trentaine de dirigeants africains. Les forces de Barkhane et de Takuba vont donc quitter le Mali. Un retrait coordonné qui prendra 4 à 6 mois, mais environ 2500 à 3000 soldats français resteront présents dans le Sahel. Et justement, c'est la question qui taraude les esprits. Est-ce que le Mali a les moyens nécessaires pour faire face au djihadisme? Élément de réponse avec Pape Ogosek, président de l'Association des juristes africains. Il est avec Issegna. Concernant cette présence militaire française au sud du Sahara. Maintenant, quelques années après, on se rend compte que quand même, il y a des limites par rapport à l'efficacité de ces interventions, raison pour laquelle il y a quelques inquiétudes qui étaient liées à cette présence française et aussi le développement du sentiment anti-français. Tout ça a participé, n'est-ce pas, au retrait de ces forces-là. Mais il se trouve que la France peut-être n'a pas tous les éléments d'appréciation par rapport à la complexité du territoire malien, par rapport également à sa dimension, puisque le Mali c'est plusieurs fois la France et c'est un grand pays qui est difficilement contrôlable. Il y a des zones où l'État n'est pas présent, il y a des zones où il n'y a pas de sécurité. Donc maintenant, que faire par rapport à ces zones-là? C'est un peu ça l'inquiétude. Il faudrait peut-être que au niveau interne, les États, l'État malien surtout, puissent augmenter ses capacités militaires, ses capacités également en termes de présence policière pour surveiller le territoire. Et ça, c'est une inquiétude. Justement, au vu de cette situation, est-ce que les pays frontaliers, dont le Sénégal, doivent s'inquiéter et se préparer davantage face à la menace djihadiste? Oui, aujourd'hui, c'est toute la bande soudano-sahélienne qui est menacée. Aujourd'hui, je pense que les États devraient faire un grand effort pour non seulement revoir les cadres juridiques, c'est-à-dire les législations nationales par rapport à la cyberdélinquance, la cybercriminalité, etc., mais aussi d'autres problèmes juridiques qui sont là et qui favorisent un peu l'insécurité. Et puis, retenez que Pape Ogosek, le président de l'Association des juristes africains, sera l'invité de ce 12h. Et l'Union européenne et l'Union africaine se réunissent ce jeudi et vendredi en sommet à Bruxelles. Pas moins de 80 chefs d'État et de gouvernement prennent part à cette rencontre. 6e rendez-vous du genre. Europe et Afrique vont redéfinir leurs relations. Au cœur des discussions, le financement de la croissance, la sécurité, la gouvernance, la migration, la transition énergétique, l'éducation et la santé. Sud FM, l'info, c'est ici. Barthélémy Diaz installé dans ses nouvelles fonctions. Le nouveau maire de Dakar envisage de procéder par délibération, donc de faire de Khalifa Sall, maire honoraire de la ville de Dakar, avant d'inviter les Dakarois à l'unité pour travailler ensemble. Barthélémy Diaz, qui a promis le renouveau dans tous les secteurs, appelle l'État à une collaboration sincère. Nous l'écoutons. Je voudrais saluer tout particulièrement en ce jour Monsieur le maire Khalifa Ababakar Sall, lui réitérer mon amitié, lui exprimer notre joie profonde de le voir ici, parmi nous en cette historique salle des délibérations de la ville de Dakar, ville dont il a été un illustre édile. Il s'agit de retrouvailles pleines de sens pour chacun d'entre nous. À cet effet, j'envisage de proposer au conseil municipal de conférer à M. Khalifa Ababakar Sall par délibération le statut de maire honoraire de la ville de Dakar. Les grandes lignes de notre ambition pour la mairie de Dakar sont largement contenues dans le programme présenté par la coalition Yewwi Askan Wi durant la campagne pour le scrutin du 23 janvier dernier. Les options fondamentales, les projets et détails de ce programme vous seront exposés prochainement dans le cadre du futur plan stratégique. L'occasion sera ainsi donnée de les étudier à travers les différents projets proposés. Le plus important est d'insister sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre chère capitale. En ma qualité de maire, je considère avoir une relation contractuelle avec les Dakarois.
Ce contrat, j'entends l'exercer pleinement dans le respect du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales, mais aussi dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires. Ce contrat avec les Dakarois, je le veux de performance et axé sur des résultats tangibles pour le bien-être des habitants de la ville et pour l'amélioration significative du cadre de vie. J'insiste sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre capitale. Je prends ici l'engagement de travailler avec toutes et tous, l'essentiel étant l'intérêt de Dakar. Dans un souci d'approfondir la décentralisation et la démocratie locale, j'invite l'État à une collaboration sincère avec pour objectif de belles réalisations pour l'ensemble des Dakarois. À l'instant, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, au micro de Josette Qualifié, puis le SAEMS et le QSEMS poursuivent leur 9e plan d'action. Grève totale aujourd'hui, jeudi et demain vendredi. Les enseignants maintiennent le boycott de toutes les évaluations et les activités d'éducation physique et sportive. La marche nationale, initialement prévue à Ziguinchor, finalement interdite. Les enseignants tiennent ce jeudi un point de presse dans le sud du pays. Le Front social en ébullition avec le soulèvement de plusieurs secteurs d'activité, la non-équitabilité dans la distribution de la richesse nationale mise en cause, selon le sociologue Dr Souleymane Lo. Cela donc n'a cependant rien à voir avec l'égalité ou uniformité, donc comme le confondent certains acteurs, explique le sociologue que nous écoutons avec Marie-Rosalie Ndiaye. La situation est très compliquée, mais elle peut toujours être comprise, en tout cas sous l'angle de la non-équitabilité dans la distribution donc, de la richesse nationale entre donc, les agents de l'État. La non-équitabilité, ça veut dire simplement que l'État ne joue pas la question donc, sur l'équité. C'est donc le respect donc, des droits de liés à son statut donc, d'agent donc, de l'État. Quand les enseignants, évidemment, réclament donc des dus, ce n'est pas une question donc d'égalité, encore une fois. C'est une question, évidemment, qui pointe donc l'idée du mérite individuel, c'est-à-dire du point de vue donc des corporations, l'effort ou le travail que chaque corps, en tout cas, fournit et qui doit être récompensé à sa juste donc valeur en tant qu'élément donc de l'État, en tant que fonctionnaire donc de l'État ou en tant que travailleur donc de l'État. Cela n'a rien à voir avec évidemment ce qu'on est en train donc de voir ou de confondre pour certains, en confondant donc l'égalité donc de l'équité. L'égalité, on ne peut pas réclamer. L'uniformité, on ne peut pas donc la réclamer. Et les gens savent que ce n'est pas ça la question. Aujourd'hui, c'est une question donc d'équité et l'État est conscient donc de la question. Malheureusement, joue toujours donc ce qu'on appelle donc un jeu donc dilatoire par rapport donc aux agents. Une autre explication importante, c'est que on voit donc l'État qui est toujours capable donc de décaisser des milliards de francs CFA pour des questions de futilité à la limite, pour ne pas tourner autour donc du pot, et que là, ça frustre évidemment donc les travailleurs qui attendent. En matière donc de politique, on voit toujours que l'État est prêt à décaisser. Évidemment, à la limite, ça énerve donc ceux qui travaillent et qui ont donc des droits qui ne sont pas encore donc satisfaits. Dans la manière donc de traiter les uns et les autres ou de considérer les uns et les autres plus que donc les autres, ça peut créer toujours cette question donc d'équité. En même temps, la manière évidemment dont l'État gère donc nos deniers publics, lorsqu'il s'agit d'une question donc d'événements, d'émotionnels, etc., l'État ne lésine pas les moyens. Le sociologue Dr Souleymane Lo. Et puis l'arrivée du TER et du BRT aura un impact significatif dans le secteur du transport qui est obligé de se moderniser et d'avancer. Le ministère du Travail, du Dialogue social et des organisations professionnelles, mais aussi des relations avec les institutions, impliquent les acteurs pour l'obtention d'une feuille de route qui va leur permettre de cheminer vers un travail décent. Le ministère a organisé un atelier sur le travail décent dans le secteur
secteur du transport en commun. Samba Sy, ministre du Travail, que nous écoutons avec Hadisen. Vous savez qu'au mois de juillet, nous avons eu une crise assez sérieuse dans le secteur du transport et l'une des résolutions que nous avions prises en tant qu'administration du travail, c'est de réunir les acteurs du secteur pour essayer d'avancer sur le terrain du travail décent. Et ce matin, nous avons tenté de faire comprendre aux employeurs, mais également aux travailleurs et aux agents d'ailleurs de l'État que nous étions obligés les uns et les autres d'avancer, de faire des pas. Pourquoi? Parce que le monde ne nous attend pas. Le monde ne nous attendant pas, nous voyons bien qu'il y a des évolutions notables dans le secteur du travail, du fait même des choix d'ailleurs du gouvernement, et tout cela va avoir un impact sur le secteur du transport tel qu'il est organisé. Donc cet atelier, c'est un atelier qui vise à mettre les parties prenantes ensemble pour nous doter d'une feuille de route qui va nous permettre de cheminer en direction du travail décent. Le travail décent va conforter le secteur du transport. Quand un travailleur est dans de bonnes conditions de travail, quand il est en sécurité dans son milieu de travail, quand il sait que son œuvre d'aujourd'hui va garantir sa vie de demain, il aura davantage de cœur à l'ouvrage. Ça veut dire qu'il sera plus productif et s'il est plus productif, l'employeur il trouve son compte. Donc le travail décent, c'est quelque chose qui va, profiter à tout le monde et au-delà d'ailleurs du secteur concerné. Le travail décent va finalement servir le pays dans son entièreté. Oui, la contractualisation, ça veut dire qu'il faut des contrats en bonne et due forme qui vont organiser les relations de travail. Il faut également que le secteur soit épuré et que toutes les personnes qui entrent là-dedans par le biais de la fraude, disons-le comme ça, en soient expurgées. Donc nous avons un effort à faire, un effort d'organisation, un effort d'adaptation de nos textes, un effort d'organisation pour que nous avancions du même pas en tant que pays. Je dis bien, il faut bien que les acteurs soient de vrais acteurs et qu'il n'y ait pas des gens qui entrent par la bande. On ne peut pas évidemment avoir son véhicule et s'ériger transporteur sans respecter en fait ce que la réglementation impose. Il faut donc que de ce côté-là, qu'il y ait un effort global et le gouvernement sera, au devant pour essayer de réguler et que les choses soient faites normalement. À Diogo, une bande de voleurs de bétail démantelée par la gendarmerie, 4 individus arrêtés, 2 ont pris la fuite. Les malfaiteurs écumaient les villages de Diogo, Fasboy et Darundoy. Babacar Sow. Démantèlement d'un grand réseau de voleurs de bétail lourdement armés à Diogo, un coup de maître du commandant Assoumana Sané de la gendarmerie de la dite localité, accompagné de ses hommes, une bande de voleurs de bétail qui avait fini de faire perdre le sommeil aux populations de Diogo, Fasboy et Darundoy, où les Pandores ont mis fin à leur jadissement. C'est ainsi que dans la nuit du 14 au 15 février, après avoir reçu l'information selon laquelle ces malfaiteurs avaient mené une grande opération avec l'enlèvement de 4 moutons de race dans une maison à Diogo, que les hommes du commandant Assoumana Mané ont quadrillé la zone dont la seule de sortie du village, le croisement de Fasboy au niveau du village de Darundoy. Une opération qui a donné des résultats avec la mise hors d'état de nuire de ces voleurs de bétail venus de Touba à bord d'une voiture 406 Peugeot qui écumait la zone. Sur la bande des 6 voleurs, 4 ont été arrêtés, les 2 ayant la fuite. À la suite des indications reçues par les gendarmes, des opérations de recherche vont bientôt donner des résultats. Tivaouane, Babacar Sow depuis Diogo pour Sud FM. Et nous parlons de la situation épidémiologique. Un nouveau décès, 26 contaminations supplémentaires ont été enregistrées hier par les services de santé. 4 cas graves sont en réanimation et 46 patients déclarés guéris. Les précisions avec Dr Babacar Gueye, directeur de la lutte contre les maladies. Sur 1192 tests réalisés, 26 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 2%. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par nos services et résidant dans le département de Dakar, 23 cas issus de la transmission communautaire, dont 12 cas dans le département de Dakar, 5 cas dans le département de Rufisque, 1 cas dans le département de Guédiawaye, 1 cas dans le département de Keur Massar, 2 cas dans le département de Mbour, 1 cas dans le département de Thiès, et un dernier cas dans le département de Fatick. 46 patients suivis ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un cas de décès a été enregistré le mercredi 16 février 2022. L'état de santé des autres patients hospitalisés et suivis à domicile est stable. À ce jour, 85 495 cas ont été déclarés positifs, dont 83 385 guéris, 1958 décédés et donc 151 sous traitement.
À ce jour, le nombre total de personnes vaccinées est de 1 434 861. La page sport, c'est avec vous, Odile Minkelan. Bonjour. Bonjour Babacar. Football, la Ligue sénégalaise de football professionnel en conférence de presse depuis 10 heures à son siège avec les entraîneurs et capitaines des équipes de Guédiawaye FC et du Jaraaf de Dakar, un des chocs de la 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Jaraaf de Dakar, Guédiawaye Football Club, samedi à 16h30 au stade Iba Mar Diop. L'autre match phare de cette 10e journée oppose les clubs de Rufisque, Génération Foot, Teungueth FC, Adeni Biram Ndao. Les autres rencontres de ce week-end, AS Pikine, Djambar de Saly, Linguère de Saint-Louis, Ndiambour de Louga, Casa Sport, Union Sportive de Gorée, Mbour, Petite Côte, Dakar, Sacré-Cœur, AS Douane, Seneps de Thiès. Pour la Ligue 2, les affiches de la 10e journée sont les suivantes: Renaissance de Dakar, Stade de Mbour, Oslofa, NGB, Keur Madior, Demba Diop FC, Jamono Fatick, Union Sportive de Ouakam, Port Sonacos, Walidane Duc, Amitié FC, Thiès FC. Ligue Europa, on joue les 16e de finale aller ce jeudi. FC Barcelone contre Naples de Kalidou Koulibaly. Un choc d'Espagnols et d'Italiens au Camp Nou à 17h45. Au même moment, Betis Séville se déplace sur la pelouse de Zénith. Sheriff affronte Braga. Dortmund face à Glasgow. À 20h, FC Porto, Lazio Rome. À la même heure, Leipzig face au Real Sociedad. FC Séville contre Dynamo Zagreb. Atalanta face à Olympiakos. Babacar. Merci à vous, Odile Minkelan. Sud Midi, l'invité. Pape Ogosek, président de l'Association des juristes africains, que nous écoutons avec Seigneur. Pape Ogosek, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'UGB, président de l'Association des juristes africains. Nous parlons de la situation au Mali avec la fin de l'opération Barkhane Takuba. La France, ses alliés européens quittent le Mali. Quel impact sur la situation sécuritaire dans le pays? Oui, merci beaucoup. En réalité, il faut dire qu'il y a quelques années derrière, la présence des forces françaises et européennes était très bien vue par les Maliens, un peu partout dans le Sahel. Donc, il y avait quelques jours d'espoir concernant cette présence militaire française au sud du Sahara. Maintenant, quelques années après, on se rend compte que quand même, il y a des limites par rapport à l'efficacité de ces interventions, raison pour laquelle il y a quelques inquiétudes qui étaient liées à cette présence française et aussi le développement du sentiment anti-français. Tout ça a participé, n'est-ce pas, au retrait de ces forces-là. Mais il se trouve que la France peut-être n'a pas tous les éléments d'appréciation par rapport à la complexité du territoire malien, par rapport également à sa dimension, puisque le Mali fait plusieurs fois la France et c'est un grand pays qui est difficilement contrôlable. Il y a des zones où l'État n'est pas présent, il y a des zones où il n'y a pas de sécurité. Donc maintenant, que faire par rapport à ces zones-là? C'est un peu ça l'inquiétude. Il faudrait peut-être que au niveau interne, les États maliens surtout puissent augmenter ses capacités militaires, ses capacités également en termes de présence policière pour surveiller le territoire. Et ça, c'est une inquiétude. Justement, au vu de cette situation, est-ce que les pays frontaliers, dont le Sénégal, doivent s'inquiéter et se préparer davantage face à la menace djihadiste? Oui, aujourd'hui, c'est toute la bande soudano-sahélienne qui est menacée. Aujourd'hui, je pense que les États devraient faire un grand effort pour non seulement revoir les cadres juridiques, c'est-à-dire les législations nationales par rapport à la délinquance, la cybercriminalité, etc., mais aussi d'autres problèmes juridiques qui sont là et qui favorisent un peu l'insécurité. Donc le cadre juridique doit être revu, mais également ces États frontaliers doivent revoir aussi leur gouvernance, parce que la plupart du temps, ces menaces sont liées à des questions liées à la gouvernance, la question du partage des ressources naturelles, la question liée également à la corruption généralisée dans certaines institutions. Et tout ça fait qu'il y a des frustrations, des injustices qui sont de nature à créer des violences. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire le lien aussi avec
la coopération internationale, parce qu'au-delà des questions nationales, donc liées aux aspects juridiques, etc., que nous avons évoqués, il y a des aspects liés à la coopération internationale. D'abord, dans les rapports entre nos pays et les grandes puissances, d'abord les États-Unis, il faudrait que peut-être ces coopérations soient revues. Avec l'Union européenne aujourd'hui qui est à l'ordre du jour, il faudrait que ces coopérations soient aussi revues dans le sens d'une amélioration des programmes et des modes de financement, des logiques économiques et politiques. La question du respect des droits de l'homme, la question des migrations aussi, qui sont des questions qui sont là et qui posent des problèmes sécuritaires aussi autour. La question des droits de l'homme, tout ça, l'Union européenne devrait pouvoir revoir un peu ces programmes avec l'Afrique, surtout aussi du Sahara. Mais aussi l'Union africaine qui a également un rôle à jouer, rester dans cette logique syndicat de chefs d'État. Il faudrait que l'Union africaine puisse s'intéresser davantage aux questions qui sont posées par les peuples eux-mêmes, et notamment les questions liées à la gouvernance, surtout la question des droits de l'homme. Toutes ces questions, en fait, font que il y a une insécurité qui est créée, sans compter également la CEDEAO, la CEDEAO qui a montré ses limites par rapport à la lutte sécuritaire. Donc, il faudrait revoir également le rôle de la CEDEAO, et tout cela pourrait permettre d'assurer la sécurité et de lutter contre les injustices, de lutter contre les méfaits de l'État moderne et d'amener la paix et la stabilité dans la sous-région. Est-ce qu'on peut dire là qu'il s'agit d'un tournant dans les relations entre les pays africains et la France? Exactement, entre les pays africains et l'Europe, et l'Union européenne, entre les pays africains et leurs partenaires traditionnels, je dirais. Donc, il faudrait revoir un peu les programmes de coopération, revoir un peu les logiques aussi de coopération, parce qu'on ne peut pas continuer à financer des États qui tombent dans des problèmes de corruption, et tout ça crée des frustrations, encore une fois, des injustices qui sont de nature à déstabiliser les États. Donc, il y a également la question de la formation, la question de l'éducation. Toutes ces questions-là doivent être prises en charge dans le cadre des nouvelles coopérations que l'Europe va proposer à l'Afrique. Donc, c'est un tournant décisif, effectivement, un tournant qui doit permettre de revoir les logiques de coopération. Papa Ogosek, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'UGB, président de l'Association des juristes africains.